Chérie, t'as passé une bonne journée? La routine. Et toi? Oh, rien de spécial non plus. Si c'est pas ça le bonheur, ça doit y ressembler. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nyanko TV. Aujourd'hui on va parler de la Totale. Et parler de la Totale, c'est parler de True Lies. Et donc de James Cameron, mais surtout de Claude Zidi. Et parler de Claude Zidi, ça va nous inciter à nous plonger très brièvement sur sa seconde partie carrière de réalisateur. Celle à partir de 1984, car pour arriver à la Totale et son concept un peu hybride, il y aura eu d'autres essais plus ou moins réussis. Nous avons parlé des Ripoux récemment, et nous avons vu à quel point ce film avait marqué un tournant dans la carrière de Claude Zidi. Lassé des comédies loufoques avec lesquelles il avait pourtant démarré avec les Charlots, bien que ça lui ait quand même permis de tourner ensuite avec Louis de Funès dans l'un de ses plus grands succès, L'aile ou la cuisse, l'envie de traiter certains sujets d'une façon moins légère se fait ressentir, et Les Ripoux est le premier film de cette aspiration plus sérieuse. Les Rois du Gag n'étant qu'une garantie de secours en cas d'échec des Ripoux, nous l'avons vu, et Les Rois du Gag ayant été écrits très vite, à la base pour les Charlots, mais Michel Serrault insistera pour tourner avec Claude Zidi, pour ensuite vouloir se rétracter à la lecture du scénario qu'il jugeait trop faible. Mais il devait faire le film par obligation car il avait déjà signé son contrat. Une expérience qui ne fait que conforter Claude Zidi de changer de ton, en cette année 86, et Didier Kaminka, paix à son âme, dialoguiste et co-scénariste de Claude Zidi, souhaitait tourner avec Josiane Balasco et Coluche, qui aurait joué un couple de Thénardier épouvantable. Coluche aurait joué le rôle d'un harceleur sexuel dans un bureau de poste, avec sa femme, sa complice. Coluche donne son accord pour tourner dans ce film, refusant par ailleurs Le Grand Chemin de Jean-Louis Hubert, également avec comme partenaire Josiane Balasco, le duo d'acteurs étant décidément très prisé en cette année 86. Malheureusement, 10 jours après cet accord de principe conclu à Saint-Tropez durant le festival de Cannes, Coluche se tue en moto. Le film se fera donc sans lui, avec Claude Zidi au scénario et Kaminka à la réalisation. Dans un film que vous aurez sans doute deviné, Promotion Canapé. Mais si j'ai choisi d'en parler aujourd'hui, c'est qu'avec Coluche parti, c'était une époque qui était partie avec lui. Et pour le duo Zidi-Kaminka, il fallait confirmer, conforter ce changement de ton. Tu mets Hélène sur écoute à son bureau et à la maison. Mais non, tu vas faire une connerie. Allez, tire-toi. T'aurais pu passer un coup de fil. Maman a préparé un gigot, il va être trop cuit. J'aime pas quand c'est trop rouge de toute façon. Claude Zidi va donc s'intéresser aux faits divers, aux histoires sordides, étant un grand lecteur de journaux, et Simon Miquel, son co-scénariste depuis Les Ripoux et ancien policier, en faisait de même. C'est avec cette nouvelle méthode que le trio écrit Association de malfaiteurs, avec un duo de comédiens qui constituait la jeune garde du cinéma français à l'époque, François Cluzet et Christophe Malavoie. Un film avec Véronique Jeunesse qui jouait avant l'heure son futur personnage de Julie Lescaut. Un pas de plus de Claude Zidi dans le côté policier. Toujours avec la même volonté de se renouveler, Claude Zidi va ensuite s'essayer à la production en participant au deuxième film de Gérard Jugnot, Scout toujours. Scout toujours. Prêt. Mais qu'est-ce qu'ils ont, mes seins? Qu'est-ce qu'il y a? Tu les trouves effrayants, toi, petit? Il est également chaque année membre du Festival d'Avoriaz, dont en 1984, où un certain Terminator de James Cameron a été présenté, et pour qui Claude Zidi va donner sa voix. Vous voyez donc déjà le lien venir, en tout cas il y avait déjà un lien entre Claude Zidi et James Cameron à l'époque. Ma femme a un amant. Bienvenue au club. Déshabillez-vous et allongez-vous sur le lit. Chérie, ne t'occupe pas de moi, c'est pas grave. J'ai une vie assez monotone. Changement de ton, jury d'un festival, producteur. Claude Zidi souhaite ensuite travailler avec une femme, l'écrivaine Catherine Riwa, qui venait d'écrire un livre sur Brigitte Bardot. Oh, there she is. Hey, wait a minute. What? Just a second. That's not Bridget Bardot. Ensemble, ils imaginent une histoire mettant en scène Gérard Depardieu, musicien, qui tomberait amoureux de la personne chargée de lui faire visiter l'appartement qu'il désire particulièrement acheter. Ce qui intéressait Claude Zidi dans ce film, c'était de développer une histoire de couple, un sujet peu ou pas abordé dans ses films précédents, à part peut-être dans La Zizanie. Devinez ce que j'ai mangé? Du mince père? Non! Une pêche! Mais en tout cas, une nouvelle histoire inspirée d'un fait divers, car il avait lu une histoire équivalente dans la presse, avec un couple qui voulait divorcer et qui se réconciliait après avoir failli mourir dans une croisière où le bateau avait coulé. Dans le film, le bateau qui coule sera remplacé par un incendie. Mais malgré des critiques élogieuses de la part de la presse, pour une fois, le film ne réunit que peu de monde en salle, surtout comparé au film précédent de Claude Zidi. Il choisit alors la sécurité en tournant Ripoux contre Ripoux. On en parlera un jour, mais on en arrive enfin, pour ceux qui s'impatientaient de voir arriver le sujet du jour, C'est encore long. la Totale. Encore un standard qu'à sauter? Je vous donne 48 heures pour localiser ce contact.
J'ai une vie assez monotone. Mais qui arrive encore une fois dans un contexte spécial qu'il était important de rappeler. Alors qu'il visite le salon Millipol au Bourget, un salon qui présente les dernières nouveautés en matière d'armes et de gadgets, il y retrouve Simon Michael, son collègue scénariste, ancien policier, et Claude Zidi remarque que les visiteurs, accueillis par des hôtesses, sont des gens comme tout le monde, comme vous et moi, ce non c'est dire d'une grande banalité, et donc qu'ils ressemblaient à n'importe qui. En tout cas, pas un James Bond ou un Rambo, mais à des gens qui travaillaient pour des ministères, des ambassades, des organismes français ou étrangers, et qui venaient tout simplement acheter de nouveaux systèmes d'espionnage ou les dernières nouveautés en armes. Ce sera le déclic. Le déclic, faut que je me déclic là-dedans, il y a un déclic. Restait à trouver l'histoire qui permettrait de faire vivre cet univers. Et toujours, et c'est là que c'est intéressant, dans le même ton que Les Ripoux ou sa suite. La première version de la totale racontait l'histoire du chef de contre-espionnage anglais qui avait menti toute sa vie à sa famille pour qui il avait été, tout au long de sa carrière, inspecteur des chemins de fer. L'idée étant que le personnage principal connaisse la vie privée de milliers de gens, mais qu'il ignore ce qui se passait dans sa propre famille, en particulier par rapport à sa propre épouse, qui s'absentait régulièrement. Mais non pas pour avoir un amant, comme c'est suggéré, mais parce qu'elle est traitée pour un cancer qu'elle cachait. Un sujet dramatique à la base, et ce n'est qu'en cours d'écriture, et suite à l'échec du film 2 au cinéma, qu'ils décidèrent d'emmener le sujet davantage vers la comédie, mêlée d'action et d'espionnage. C'était important de retracer cette période de Claude Zidi avec Les Ripoux, virage vers un film plus sérieux, puis Association de malfaiteurs, puis 2, puis Ripoux contre Ripoux. On pourrait même parler de Profil Bas en 93 juste après la totale, un polar, mais qui n'a pas marché. Et il y avait, je pense, à juste titre, une hésitation sur le ton à donner à la totale. À noter dans le film le premier rôle pour Frédéric Diefenthal, dans le rôle de l'un des deux voleurs de sac, une courte apparition, certes, mais qui m'avait beaucoup amusé à l'époque, tant l'on remarque déjà sa voix très reconnaissable. Je t'ai pas parlé français? Alors t'y vas tout de suite et en courant, je garde ton pote. Vas-y, putain de merde! Grâce à une belle entente entre Eddie Mitchell et Thierry Lhermitte, et le plaisir pour ce dernier de tourner également avec Miu Miu, avec qui ils se connaissaient depuis l'époque du café-théâtre, bien que leur collaboration la plus remarquée soit, je pense, Un Indien dans la ville, dont on parlera un jour, le film sort le 18 décembre 1991 et reste un succès correct. Mais pas incroyable pour un Claude Zidi, avec 1,6 million de spectateurs en salle, et ce sont ces diffusions télé qui lui auront donné quelque part le titre du film français à l'américaine de l'époque, tant le côté espionnage était innovant pour notre cinéma. À l'américaine, il ne croyait pas si bien dire. Moi-même, je trouvais ce film moins franchouillard que d'autres à l'époque, même si, après True Lies, la totale faisait finalement très franchouillard. Mais l'histoire de la totale ne s'arrête pas là. Étant donné les résultats corrects mais pas extraordinaires du film à sa sortie, ça n'est donc pas un déferlement médiatique qui aura attiré le regard des scénaristes ou des producteurs américains. Il leur a été demandé au départ une version sous-titrée du film à destination des compagnies aériennes qui souhaitaient le diffuser pendant les vols long courriers. Claude Zidi va donc à Los Angeles à l'occasion du salon américain Film Market en emportant une copie de cette version sous-titrée. Et cette version tombe alors dans les mains du gendre d'Arnold Schwarzenegger, qui lui en a ensuite parlé car il était à l'époque à la recherche de son prochain projet, post-Terminator 2, un mélange d'action et de comédie. Arnold Schwarzenegger visionne donc le film et perçoit un potentiel pour une adaptation plus musclée, mais est surtout pour une fois séduit par le potentiel de ce personnage à deux facettes. Il en parle à James Cameron, qui est intrigué par le point de vue de Schwarzenegger de s'intéresser non pas qu'à une histoire mais à un personnage. Le film se montra très rapidement, les droits ayant été achetés pour $1 symbolique à Claude Zidi, mais avec un pourcentage sur les recettes. Et c'était donc très bien négocié, surtout que le film va évidemment faire un carton. En remerciement, James Cameron a même eu la courtoisie d'inviter Claude Zidi, non pas sur le tournage de True Lies, mais sur celui de Titanic, dont le montage financier avait été facilité par le succès de True Lies. Claude Zidi refusera, n'y voyant pas l'intérêt d'être un faire-valoir sur un plateau dans lequel il n'avait rien à faire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Simon. Vous la prenez, mon Eldorado Le scénariste Lucien Lambert, qui a un temps travaillé pour la fiction télévisée, porte plainte pour contrefaçon contre Claude Zidi, qui l'accusera d'avoir copié sa scène de théâtre intitulée Émile, mais les études comparatives des deux scénarios conduisent dans un premier temps à un non-lieu. Mais le scénariste fait appel, et cette fois-ci, il aura hélas gain de cause. Mais les conséquences sont fâcheuses, car le film de James Cameron étant sorti, il se retrouve lui aussi condamné. Et lui aussi pourrait porter plainte contre Claude Zidi, qui à ce moment-là se retrouverait ruiné, et qui aurait vu sa carrière de réalisateur s'arrêter net. Même si la fin de sa carrière de réalisateur n'était pas loin. Putain, s'il lui arrive quoi que ce soit, je te tue. Et si elle s'en sort, rappelle-moi de te casser la gueule. Ingrat.
Mais ruiné, c'était quand même plus grave, car je ne suis pas convaincu que les réalisateurs aient des retraites en or. Heureusement, ça va bien se finir, car le scénariste avait déjà revendu ses droits pour un téléfilm, ce qu'il n'avait pas dit au tribunal, et le film ne racontant pas une histoire d'agent secret, mais plutôt d'un voyou, qui cache certes ses activités illicites à sa femme, mais c'était le seul lien. Ça ne suffira pas, et comme le dira Simon Michael, c'est comme si la croisière s'amuse avait attaqué Titanic parce que ça se passait aussi sur un paquebot. A noter aussi que le film True Lies, à défaut d'avoir une suite qui avait pourtant été évoquée durant plusieurs décennies, aura tout de même permis la création d'une série télé adaptée de True Lies, mais donc adaptée indirectement de La Totale. Une série avec une simple saison qui n'aura pas trouvé son public. Je vous propose pour la deuxième partie de vidéo de ne pas revenir sur les coulisses du film de James Cameron, ça a déjà été fait par d'autres, et c'est pas la nature de cette chaîne, mais on va faire un match par catégorie entre La Totale et True Lies, un match où je vais être un arbitre impartial pour savoir quelle est définitivement la meilleure version. Sachant que les deux ont leur charme bien évidemment, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa. Nous allons confronter les deux versions d'une même histoire, un peu comme on l'a fait la semaine dernière avec la guerre des boutons, entre la version française et la version irlandaise, en 8 catégories distinctes. Et bien que l'un l'emportera peut-être sur l'autre, ça ne voudra pas forcément dire que l'un est nul et l'autre excellent. Je préfère le préciser pour ceux qui manqueraient un peu de nuance. Et si vous étiez en désaccord avec cet avis, si tel est le cas, défendez votre film, s'il y en a un, en commentaire. Voici la première catégorie que j'ai retenue pour comparer les deux propositions de Claude Zidi et de James Cameron. Lorsque je dis personnages principaux, c'est d'autant pour leur interprétation que pour l'écriture des personnages en elles-mêmes. Et en ce qui concerne les personnages principaux, je veux bien naturellement parler de Thierry Lhermitte. Miu Miu, je vous demande pas de miauler, je vous demande un prénom. ou de Arnold Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis. Et niveau interprétation, en ce qui concerne les personnages masculins, je le dis de suite, c'est match nul. Alors j'adore Arnold Schwarzenegger, car il est iconique, mais son doubleur VF est meilleur acteur que lui. Et bien qu'il ait piqué une partie de son jeu à Thierry Lhermitte, ce qui m'a fait marrer, c'est de voir des trucs, des petits trucs d'acteurs qui sont dans La Totale, qui n'étaient pas dans le scénario, et qui sont dans True Lies. Ça m'a fait marrer, ça. À un moment, quand j'ai l'impression, je vais voir ma femme à son bureau et j'entends une conversation qui me fait penser qu'elle me trompe. Je sors du bureau, je vais retrouver Eddie Mitchell et je suis effondré. Et moi, je mettais la main comme ça sur l'estomac. Toi, tu m'as l'air barbouillé. Ma femme a un amant. Bienvenue au club. Et Claude me dit, mais qu'est-ce que tu fous là avec ça à la main? Je lui dis, je pense, je joue comme ça parce que j'ai l'impression qu'on pourrait avoir mal à l'estomac, que c'est un geste pour se conforter. Et je vois Schwarzenegger après sortir du bureau, la même chose, en train de s'amasser l'estomac. Voilà, ça m'a fait marrer. Je l'ai dit dans les vidéos sur les ripoux, mais je n'aime pas beaucoup Thierry Lhermitte, que je trouve assez identique de film en film dans sa façon de jouer. En tout cas dans ceux que j'ai vus, parce que je n'ai pas tout vu. Mais mis à part Le Père Noël est une ordure où je le trouve extra et acide, je le trouve ici assez souriant en permanence dans un personnage qui manque parfois de gravité, même lorsque la mort frappe à la porte. La différence entre les deux versions se fera en revanche sur les personnages féminins. On a ici deux versions coincées assez amusantes, en tout cas en début de film. Je trouve Miu Miu très convaincante en mère de famille qui s'ennuie, peut-être un peu plus que Jamie Lee Curtis dans ce cas-là, mais lorsqu'elle doit se décoincer, pour séduire sans savoir son propre mari, dans la chambre d'hôtel, c'est là que Jamie Lee Curtis tire son épingle du jeu. Et pas seulement car la scène de striptease de True Lies est culte à jamais, mais c'est aussi tout ce qui se passe derrière. Quand elle fait équipe avec son mari, ou quand elle le croit mort, ou encore quand elle est sauvée, in extremis, d'une mort certaine, sur le toit de la voiture, accrochée à un hélicoptère. Une cascade que Jamie Lee Curtis aura en plus fait elle-même. Je donne donc le premier point à la version True Lies sur cette catégorie, personnages principaux. La deuxième catégorie concernera les personnages secondaires, et ils sont assez savoureux dans les deux versions. Les acolytes de nos héros en back-office dans leur camionnette sont tous les deux géniaux. Mais je mets Eddie Mitchell au-dessus. Ce personnage d'Albert, fidèle homme de l'ombre, Mr. Gadget, cocu mais il est au courant, c'est génial. Égalité en ce qui concerne le personnage de Simon, complètement ridiculisé dans True Lies sous les traits de Bill Paxton, paix à son âme, et plus ambigu dans La Totale à la fin du film, où on ne sait pas réellement s'il était vraiment un espion. Mais ce que j'aime dans la version française, ce qui ferait basculer ce deuxième point vers La Totale, c'est l'ambiance familiale. Le fils qui sèche les cours pour faire de la musique, même si très ringarde déjà dans les années 90, il a compris le style est mon ami. On est jeune, il est fan et aux âmes bien nés. La valeur n'attend pas le nombre des années. Non, ben c'était pas mal. Pas mal du tout. C'était très bien. Capté par son père qui ne lui cache même pas la vraie nature de son métier pour l'impressionner, ça m'a plu. C'est plus humain, c'est plus réaliste, là où dans True Lies, on inclura Dana jouée par la toute jeune Elisa Dushku, future face dans Buffy, dans une scène d'action qui est certes culte,
mais qui est quand même un petit peu plus poussé et moins crédible. Je préfère aussi le chef du service secret français, joué par le musicien François Hadji Lazaro, là où son alter ego américain est bien plus cliché et oubliable avec son bandeau. Je donne donc ce point à la totale pour cette deuxième catégorie, dédiée aux personnages secondaires. Intéressons-nous maintenant aux méchants. No force can stop us now. We're cool, we're badasses, bla 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 bla. Ce qui concerne les méchants, pas besoin de blablater. Le duo Juno Skinner-Salim Abouaziz, impeccablement joué par Art Malik, est bien plus convaincant que Jean Benguigui et son petit attentat au missile sur le Parc des Princes. On se casse. Mais François va... Oh. Faut l'empêcher de partir. C'est la limite de la version française, qui est beaucoup moins bien dosée entre action et comédie. La fin de la totale manque d'ailleurs cruellement de punch, mais on en parlera un petit peu plus tard. En ce qui concerne les méchants et leur charisme, le point va incontestablement à True Lies. Là-dessus, je dois avouer que je suis plongé dans une certaine forme de scepticisme. Nous avons ici deux compositeurs reconnus, Vladimir Cosma d'un côté et Brad Fiedel de l'autre. Brad Fiedel, le compositeur de Terminator, s'il vous plaît. Pourtant, même si le thème principal de True Lies est assez identifiable, je trouve qu'il n'a rien d'exceptionnel. Idem pour la composition de Vladimir Cosma, qui est comme l'ensemble du film assez hésitante entre plusieurs tempos, sans vraiment de relief. Et deux compositeurs pareils, pour aussi peu d'inspiration, je mets un point partout. Ou plutôt 0-0, ça revient au même. En tout cas, match nul. Voyons ce qui ressort des scénarios. Il m'a tiré 200 balles. C'est pas vrai. Putain, mais ça fait un mois qu'on me pique du blé. Bah, au début, je croyais que c'était l'amant de ma femme, tu comprends, parce qu'il a besoin d'argent celui-là, tout le temps d'ailleurs. Bon. Ce qui est assez remarquable, et c'est pour ça que je vais attribuer ce point à la totale, c'est que hormis sur la forme, et surtout en fin de film, où True Lies va vraiment accentuer le côté action, la version américaine va tout de même vraiment conserver bon nombre d'idées de la totale, telle qu'elle. L'enfant, fils ou fille, selon les versions qui volent dans le portefeuille d'Albert, soit via le collier du chien qui cachait une caméra, soit via le paquet de cigarettes, dans les deux cas, c'était une très bonne idée. L'amant soupçonné vendeur de voitures et sa planque dans une caravane, la femme mise sur écoute avec des moyens détournés pour assurer la surveillance. Finalement, pour des pros de la filature, on s'est bien fait baiser. Surtout toi. La scène de l'interrogatoire devant le miroir, la scène de la mitraillette lâchée par accident dans l'escalier, même si les scènes de tango, ou le final sur l'île où Harry descend presque tout le monde à lui tout seul, ou le coup du pont détruit, ou la scène de l'avion en haut d'un gratte-ciel, certes c'est plus spectaculaire, mais on parlera de la différence de dynamisme entre les deux films plus loin. En ce qui concerne le scénario en lui-même, il faut rendre à Zidi ce qui appartient à Zidi, et il emporte le point. Qui dit rythme ne veut pas forcément dire action. Ce qui différencie les deux, ce n'est pas que l'action, mais le rythme. Et l'hésitation de Claude Zidi sur le ton du film, qu'il regrette lui-même, ni au rythme du film. Car la totale commence par une scène d'action assez inhabituelle dans le cinéma français, puis finalement on restera majoritairement sur le ton de la comédie, pour un final que je trouve finalement assez mou. La version de True Lies démarre bien plus fort, budget oblige, mais fait une piqûre de rappel avec la scène des toilettes, puis celle du cheval, elles sont cultes toutes les deux, mais l'un n'est pas mieux parce qu'il pétarade plus que l'autre. True Lies alterne juste entre comédie et action en permanence, là où la totale semble changer d'avis selon les moments. Alors c'est qui? C'est Simon. Simon. Un type très fort. Un peu obsédé, mais un génie. Et c'est pour cette raison que je donne le point à True Lies, qui me semble bien plus équilibré. Point suivant, l'avant-dernier. Puisque les deux films souhaitent alterner entre action et comédie, voyons voir quel est le film le plus amusant des deux. True Lies est avant tout un film d'action. Pourtant, je m'amuse bien plus dans True Lies que dans la totale. Dans la totale, c'est Eddie Mitchell qui reste l'élément comique principal. Et il est exceptionnel. Les gosses, c'est 15 secondes de plaisir, mais 30 ans d'emmerde. Il vole de l'argent, il vient plus au lycée, mais qu'est-ce qu'il fout? Comme tous les jeunes, il doit se camer. Dans True Lies, l'équipe qui reste dans le camion à commenter les deux scènes de tango par exemple, je trouve ça très bon. Le vieux monsieur aux toilettes pendant que Harry se bat, c'est drôle aussi. Le coup du pont détruit avec Jamie Lee Curtis de dos qui ne voit absolument pas le danger, c'est drôle également. Tout en étant sérieux et grave. Et puis Simon qui se pisse dessus 2 fois, ça fonctionne très bien. Enfin bref, avec beaucoup plus d'action, True Lies en arrive à rester plus drôle que la totale. Ce qui est paradoxal. Et il reste un critère, mais vous l'aurez compris, la totale ne rattrapera jamais son retard en nombre de points avec une seule catégorie. En matière de réalisation, j'aime bien Claude Zidi, mais James Cameron s'il vous plaît, mon réalisateur préféré. Pas seulement parce qu'il a les moyens de ses ambitions, mais parce qu'il a toujours eu une vision de ce qu'il voulait,
quitte à inventer les effets spéciaux pour l'obtenir. Alors certes, c'est l'unique film qui n'aura pas complètement écrit, parce qu'il est d'habitude auteur de ses propres scénarios, mais pour un film qui n'est justement pas son bébé, c'est quand même du très très bon boulot. Très méticuleux comme à chaque fois, sauf Avatar que je n'aime pas, ni sa suite, mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas une question de moyens. T1 a été fait sans rien comme moyen, et je préfère toutes les autres versions françaises aux versions remakées, bien qu'elles aient plus de moyens, mais que ce soit pour 3 hommes et un couffin, Le Jouet, LOL, c'est une question de maîtrise avant tout. Et Claude Zidi n'a pas tout maîtrisé sur la totale. Et il le reconnaîtra lui-même. Il est même très fier de l'avoir fait, juste pour ce que True Lies aura fait derrière. Ah ouais, c'était adorable, puis en plus Claude Zidi est un type merveilleux, une gentillesse extrême, en plus bon, il est avec des amis, entre Thierry Lhermitte, Miu Miu. Tout se passait très 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 bien, puis il y avait un très bon scénar, d'ailleurs qui a été racheté par James Cameron, qui en a fait un film avec Schwarzenegger, c'est ça, hein, ouais. Mais par contre, mon personnage a été complètement zappé dans le film américain. You know what? I'm sick of being in the van. Et vous avez aimé la version américaine? Oui, bien sûr. Ah oui, elle est plus folle, quoi, plus dithyrambique, enfin, je veux dire, nous, c'était un film sur l'espionnage, mais à la française, quoi, bon, que d'un seul coup, il y a l'hélicoptère qui rentre dans la maison, enfin, un truc de fou, quoi. Donc oui, objectivement, True Lies est un meilleur film que La Totale. Parce que Jamie Lee Curtis, parce que James Cameron, parce que peut-être des moyens plus importants, même si on a vu que sans beaucoup de moyens, on pouvait faire beaucoup, n'est-ce pas Babysitting? Mais tout ça n'est pas très important. Ce qui compte, c'est que Claude Zidi est à l'origine d'un blockbuster, qui lui-même a été à l'origine d'une série, et il y a de quoi être fier de ça. Même si c'était très maladroitement dit par Arnold Schwarzenegger, qui avait dit à Thierry Lhermitte en 98 à une soirée, « Continuez à faire des films pour la France, nous en ferons des films pour le monde ». Mais quel connard, ce type! Je ne sais pas si c'est juste maladroit, mais en même temps, c'est une forme de vérité. On ne pourra jamais lui reprocher d'avoir été sincère, même si ça impliquait une forme de mépris, très maladroite dans le meilleur des cas. En tout cas, La Totale n'est pas un film que j'affectionne particulièrement. C'est loin d'être un des Claude Zidi que je préfère, parce qu'il a pris un coup de vieux avec sa musique très années 90. Parce que le côté action est prometteur au début mais n'est pas assez poussé sur toute la longueur du film, et que je n'ai peu d'affect pour Thierry Lhermitte en tant qu'acteur dans un rôle principal. Mais il aura quand même permis de voir sortir un jour l'excellent True Lies, donc rien que pour ça on doit énormément à La Totale. Car True Lies et James Cameron, j'adore. Et vous, que pensez-vous de La Totale et de True Lies? Aimez-vous les deux? Préférez-vous l'un ou l'autre? Êtes-vous d'accord avec ce raisonnement? Ou bien préférez-vous La Totale? Et dans ce cas-là, je vous laisse défendre votre film, et pas seulement parce qu'il est français et bien de chez nous. N'hésitez pas à contrer les arguments, les 8 que j'ai donnés, un par un. Mais on sera tous d'accord, je pense, pour dire que True Lies est le meilleur remake jamais fait d'un film de notre cinéma français. Et on en débattra ensemble en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like pour dire à YouTube que vous avez apprécié la vidéo, à mettre un commentaire pour montrer que vous êtes passé par là, et si vous savez pas quoi dire, vous pouvez toujours dire ça. Et ça ira très bien. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous.